Voilà. Voyez-vous, nous sommes à quasiment un siècle de la Première Guerre mondiale. On va fêter, et c'est normal, souvenir de la Première Guerre mondiale, mais le problème, c'est qu'on ne va pas donner, sauf exception, et grâce à Meta TV, ça sera l'exception, la raison profonde à l'origine de la Première Guerre mondiale. Les Français, en 2013, ne connaissent toujours pas les raisons de la Première Guerre mondiale. Parce que cet événement de la Première Guerre mondiale a été vraiment l'élément déterminant qui a permis la mise en place par étapes de tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit le marché transatlantique, les blocs continentaux qui se mettent en place, avec ensuite aussi la création de l'État d'Israël, la reconnaissance d'un foyer juif, Balfour en 1917, 1916, pardon, 1917, c'est la révolution bolchevique. Donc on voit que la Première Guerre mondiale est à l'origine de tous les maux qui s'abattent et qui vraiment s'abattent et qui même s'enracinent et qui sont en train de nous étrangler. Donc il faut aller à la racine. Quand on parle des origines de la Première Guerre mondiale, on cite des éléments justes mais secondaires. On va dire que un élément qui a joué, enfin voilà, la guerre de 14, c'est le fait que les Français n'acceptaient pas que l'Alsace-Moselle, on dit Lorraine, mais c'était l'Alsace-Moselle, la région de Metz, soit possession allemande depuis 1871. C'est vrai, ça crée une zizanie. Il y avait rivalité entre l'Empire russe, le panslavisme, et le pangermanisme de Guillaume II, Deuxième Reich. Donc il y avait plein d'éléments. Rivalité économique entre l'Allemagne et l'Empire britannique, l'Allemagne prenant peu à peu le pas économique sur l'Angleterre. Ces éléments ont joué évidemment un point énorme. Mais ce sont des éléments, entre guillemets, secondaires. L'élément, il est d'ordre géopolitique avec des répercussions économiques. Voyez-vous, l'Empire britannique est né, c'est vraiment développé après la défaite française, la Révolution française, le Directoire, l'Empire, 1815, la France est ratiboisée en 1815. Et là, il y a un excellent bouquin qui est sorti il y a des années, il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, de René Sédillot, Le coût de la Révolution française. C'est comme pour les coupes de cheveux, before et after, avant et après. Vous avez la situation de la France avant la Révolution et la situation de la France après, dans le point de vue économique, démographique, les dégâts d'un point de vue culturel, où il y a eu des chefs-d'œuvre en France qui ont été détruits, et donc la France était ratiboisée. Je rappelle que la France, en additionnant tous les morts des guerres de l'Empire, les guerres de la Révolution, le génocide vendéen, pour une population de 26-27 millions d'habitants, il y a eu à peu près 2 millions de morts. C'est-à-dire autant que les Français morts durant la Première Guerre et Seconde Guerre mondiale, avec une population de 40 millions. Bon. Donc en 1815, ces 2 millions à peu près d'hommes, qui avaient entre 18 et 35 ans, parce qu'à l'époque on vivait moins jeune, eh bien c'était 2 millions de reproducteurs en moins, et puis aussi 2 millions d'hommes qui n'allaient pas travailler, qui n'allaient pas avoir... Quand on est jeune, on a souvent des idées pour lancer une entreprise, etc. Donc la France est un pays qui est scié en 1815, et c'est vraiment le lancement et le développement de l'Empire britannique, qui va occuper, grosso modo, un quart des terres émergées, le Canada, une partie de l'Afrique, et l'Inde, la perle de l'Empire, ou même l'impératrice, enfin la reine Victoria sera, couronnée impératrice des Indes. Bon, cet Empire britannique passait par la marine, une marine qui était la première au monde, marine de guerre, marine commerciale, marine qui fonctionnait au charbon. Et puis fin 19e, début 20e siècle, vous avez la Révolution, où on passe du charbon au pétrole. Et donc, ça a été une mutation extraordinaire, puisqu'il a fallu, que ce soit pour l'Angleterre et puis pour toutes les grandes puissances, que ce soit d'un point de vue militaire et économique, enfin la flotte marchande, mettre les bateaux en cale sèche, enlever tout l'attirail pour les faire fonctionner au charbon, pour ensuite mettre les outils, enfin tous les éléments permettant de fonctionner au pétrole, enfin au mazout. Bon. Et cette mutation s'est faite pour les navires de guerre dans les années 1900, 1901, 1902, 1903. Bon. Dans cette histoire, la Grande-Bretagne était la première puissance maritime, mais talonnée par l'Allemagne de Guillaume II, qui voulait, je cite son expression, sa place au soleil, et qui avait mis en place, sous l'impulsion du grand amiral allemand von Tirpitz, la Horsey-Flotte, la flotte de haute mer, qui devait tenir la dragée haute à la marine de guerre britannique. Et les Allemands, comme les Anglais, ils sont passés du charbon au pétrole. Voilà. Mais le pétrole, à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, il est où?
côté péninsule arabique, l'Euphrate, côté de l'actuel Irak. Alors il y avait aussi au niveau de la Perse, l'actuel Iran. Et là, on va commencer à toucher du doigt l'élément premier. L'Allemagne du Deuxième Reich de Guillaume II était liée et alliée à qui? L'Autriche-Hongrie. Et à l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, ce n'était pas uniquement la Turquie actuelle, c'était la Turquie, plus une grande partie de la péninsule arabique. Il y avait quelques zones de la péninsule arabique qui échappaient à l'Empire ottoman, mais en gros, les pays actuels qu'on appelle Israël, Liban, Syrie, Irak, Koweït, et une grande partie de l'Arabie saoudite, faisaient partie de l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne. Les zones pétrolières, ce sont les zones de l'actuel Irak qui se trouvent à Kirkouk et à Mossoul. L'Empire ottoman allié à l'Empire allemand. Et fin 19e siècle, les autorités politiques, économiques, militaires allemandes veulent lancer la création d'un sort de bloc économique unifié, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, en particulier avec un élément capital qui est le Bagdad-Ban. Bagdad, la ville de Bagdad, et Ban, la voie ferrée. Alors on va voir la vue 15. Voilà. Alors, cette carte-là, elle provient d'un bouquin d'un grand monsieur, d'un grand historien français et professeur en relations internationales qui s'appelait André Sheradam, qui est mort dans les années 47. C'est lui qui a balancé l'information. Autant vous dire que côté anglo-saxon et allemand, ils connaissent l'histoire, mais en France, on ne connaît pas. André Sheradam a sorti un bouquin en 1916 intitulé Le plan pangermaniste démasqué. Et là, il montre alors deux choses. Vous avez en pointillé les États allemands et austro-hongrois, enfin les États de l'époque. Et en caractère gras, le noir gras, vous avez les frontières des années 1915-1916, ce sont les lignes de front à l'ouest, où une partie de la France est occupée, une partie nord, et puis à l'est, les frontières des armées allemandes et austro-hongroises qui ont marqué et grignoté l'empire des tsars. Voilà, donc c'est ce bloc. Et vous avez ce tracé qui part de Hambourg, qui traverse l'Autriche-Hongrie, allez, l'Allemagne, pas de problème, et qui traverse, la Serbie, qui n'était pas allée l'Allemagne. Bon, ensuite qui continue la Bulgarie, allez, l'Allemagne, et l'Empire ottoman, et là, bon, c'est un trait évidemment simplifié, qui zigzague à travers les vallées ottomanes, qui traverse la Mésopotamie, et qui va jusqu'à l'actuel Koweït, le Châtel arabe, et quel est le projet grandiose des autorités politiques, économiques, militaires allemandes à la fin du XIXe siècle sous l'égide de Guillaume II, c'est de réussir à créer un bloc terrestre réunissant ces trois États, une sorte de communauté économique unifiée, avec un cordon ombilical, le Bagdad-Ban, qui était un oléoduc sur rail. C'est-à-dire que l'Empire ottoman allié l'Allemagne, producteur de pétrole, eh bien l'Allemagne, avec cet oléoduc sur rail, le Bagdad-Ban, cette voie ferrée, eh bien avec cette voie ferrée, les Allemands contrôlaient la production et l'acheminement du pétrole. C'est eux qui contrôlaient le robinet du pétrole. Et en face, les Anglais disaient « Oh, shit ! Nous, Anglais, puissance maritime, première puissance maritime, économique, militaire, nous allons dépendre de la puissance terrestre allemande qui, alliée à l'Empire ottoman, pourra contrôler le robinet de pétrole quand ils le veulent. C'est-à-dire que nous perdons notre suprématie. Et c'est pas pour rien qu'avant la guerre de 14, vous avez plein de guerres balkaniques entre la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie. Pourquoi? Tout ça, c'était excité par les Anglais qui voulaient créer une pagaille telle pour ralentir la construction du Bagdad-Ban. Et c'est révélateur. Vous avez le livre de William Engdahl, Pétrole, une guerre d'un siècle. William Engdahl, qui est un professeur de relations internationales américain, qui a enseigné dans les grandes universités américaines, qui a publié un bouquin, donc ce titre, Pétrole, l'histoire d'un siècle, qui est sorti en 2003-2004, où il publie le texte du Times, journal anglais le Times, des années 1895-96, je n'ai plus la date exacte, où le Times, donc c'est l'époque où il y a les premières ébauches du Bagdad-Ban,
ou le Times, qui est en fait le porte-parole des grands, de l'aristocratie, enfin le lobby anglo-saxon, dit en gros ceci: si les Allemands réussissent à construire ce Bagdad-Ban et donc à contrôler la production de pétrole, etc., nous, Anglais, c'est terminé. C'est terminé. Et malgré les guerres balkaniques des années 1911, 12, etc., ce Bagdad-Ban se mettait peu à peu en place. Et la guerre de 14, qui, comme par hasard, a éclaté en Serbie, qui était le talon d'Achille de l'Allemagne, parce que, pour des raisons d'ordre géographique, la Serbie, une plaine, la plaine de Voïvodine, entre autres, était plus facile de passer cette frontière. Comme par hasard, comment elle s'appelle, Wina Mengdal, dans son bouquin, cite le nom de l'officier anglais qui travaillait au sein de l'état-major serbe et qui était là, en fait, pour surveiller la construction, l'évolution du Bagdad-Ban. Et pour dire, attention, attention, ils avancent, et si ça continue, nous autres Anglais, on va passer en seconde zone. Voilà, c'est ça. La guerre de 14, l'Angleterre a joué son va-tout. Si l'Allemagne réussissait à aller jusqu'au bout avec la construction de Bagdad-Ban et la création de ce bloc économique, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, eh bien c'était terminé. Et ça allait encore plus loin, parce qu'en plus du Bagdad-Ban, qui va jusqu'à l'actuel Koweït, qui n'existait pas, je rappelle que c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que l'Empire ottoman éclate, et comme par hasard, les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont récupérer comme pays? L'Irak et le Koweït. Ils nous ont laissé les dates avec la Syrie et le Liban. Eh bien, qu'est-ce que voulaient faire les Allemands en allant jusqu'au Koweït? Ils voulaient construire une super base navale qui, partant du Golfe Persique, allait attaquer l'Inde, la paire de l'Empire britannique. Voilà, c'est ça la raison première à l'origine de la Première Guerre mondiale. C'est ça, les Anglais savaient que si le projet allait à son terme, c'était terminé pour eux. C'est ça. Et donc, le coup de l'Alsace-Lorraine, etc., oui, ça a joué. Donc ils embarquent la France un peu dans cette histoire, parce que c'est l'alliance contre nature, France-Angleterre. Oui, mais là, ils avaient besoin d'un soldat sur le continent. Et je rappelle que la grande intervention britannique en Europe, c'est en 1915, les Dardanelles, enfin avec des Britanniques, des Australiens aussi, les Néo-Zélandais, Dardanelles, où il y a eu une tentative de débarquer des Anglo-Saxons donc au niveau du détroit de Bosphore. Pourquoi? Pour essayer de séparer l'Autriche-Hongrie d'un côté et l'Allemagne de l'autre, d'un côté, de l'Empire ottoman. D'où aussi l'action de Laurence d'Arabie, qui va essayer de mobiliser les Arabes contre l'Empire ottoman, parce que c'était vraiment la chose. Voilà, donc c'est ça l'élément premier, c'est le Bagdad-Ban, et c'est la Serbie qui était le talon d'Achille. Et je rappelle, au mois de mars 1999, quand il y a eu l'attaque de l'OTAN contre la Serbie, enfin la Yougoslavie de Milosevic, eh bien c'est la même histoire, car il devait avoir la construction d'oléoducs et de gazoducs passant à travers la Yougoslavie de Milosevic. Ce dernier ne voulait pas, parce qu'en gros ne voulait pas être assujetti au monde occidental, et on lui a fait la guerre. C'est mars 1999, c'est Sarajevo, c'est 1914, simplement ça n'a pas éclaté comme en 1914. C'est la même histoire, et d'ailleurs, à peine les Américains, en 1999, ont écrasé la Serbie avec l'aide des Allemands, parce que je rappelle que l'Allemagne a joué un grand rôle, dans l'éclatement de la Yougoslavie. De la Yougoslavie, vous savez, l'histoire est ironique. Je cite cet exemple. Vous aviez des services secrets allemands en Albanie qui soutenaient les mouvements indépendantistes kosovars contre les Serbes. Eh bien, le dirigeant des services secrets allemands en Albanie s'appelait Kesselring, et son père était maréchal de la Luftwaffe qui avait bombardé Belgrade en 1941. Il y a des traditions familiales comme ça. Vas-y fiston, j'ai pas pu faire le boulot en entier. Je ne pas ce flambeau. Voilà, bon, mais ça, c'est pas la télé qu'on va le dire. Donc, vous voyez, il y avait cette volonté d'établir ce Bagdad-Ban. Et ce qu'on a vu en 1914, c'est pour mettre fin à une tentative du monde anglo-saxon face à la tentative allemande de créer ce bloc unifié. Et ce qu'on a vu en mars 1999, c'est une autre version du Bagdad-Ban, mais via les oléoducs et les gazoducs qui devaient passer par la Yougoslavie. Milosevic ne voulait pas, on a cassé la gueule. Et à peine la Yougoslavie écrasée, le Kosovo a accueilli la plus grande base américaine d'Europe, Bond Steel. Bond Steel, qui est le premier employeur de Kosovars et qui est une vigie pour surveiller les oléoducs et les gazoducs qui passent dans la région, Turquie, etc. Voilà. Donc, c'est le Bagdad-Ban version moderne. Déjà, avec l'opération, la déclaration Balfour de 1916, qui reconnaît en plus un foyer juif en Palestine, et donc c'est l'ébauche, l'annonce
de l'État d'Israël, qui verra le jour en 1948. D'ailleurs, je rappelle deux choses. Premièrement, la déclaration Balfour, c'est pas Balfour, Arthur Balfour, c'est Milner, Alfred Milner, qui était un grand, j'allais dire, oligarque anglais, et qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, qui est mort en 1902, qui est un homme